maintenir ce statut, ce prestige, ben, il fallait continuer à maintenir évidemment la fracture entre les sachants et les caverneux. Donc l'idée que seuls les scientifiques ont le savoir, et donc pour accéder au savoir, il faut franchir un certain nombre d'étapes qui vont nous sortir de la caverne, et c'est pour ça qu'on doit souffrir quand on fait un doctorat. Pourquoi est-ce qu'on devrait souffrir pendant un doctorat? Pourquoi? Pourquoi c'est si difficile? C'est quoi? Parce qu'on est sur Terre pour souffrir? Non. C'est parce qu'on doit, après, quand on a fini, se sentir comme étant quelqu'un d'exceptionnel. On a réussi, on sait comment avoir accès à la lumière de la connaissance, on n'est plus dans la caverne. On doit souffrir. Si c'était trop facile, là, pas crédible. Ce qui est terrible, c'est les profs qui reproduisent ça. Hein. Ils souffrent, moi j'en ai entendu là, ils souffrent pendant leur doctorat, puis après ils font souffrir leurs étudiants. Ils leur disent, mais pourquoi? Ils disent, ben, moi j'ai souffert, pourquoi ils ne souffriraient pas eux? C'est le rituel, c'est l'identité du doctorant, il faut souffrir. Vous avez déjà entendu un prof qui vous dit, doctorat c'est un moment de bonheur et tout? Non. Mais c'est pas normal, pourquoi on l'accepte? C'est pas normal. Donc cette hiérarchisation des savoirs humains, elle est sociale, elle est historique, elle est politique, comme tout le reste. Et donc il y a tout un effet de mise en scène. Si vous lisez les sociologues, anthropologues des sciences, c'est fascinant. La mise en scène, regardez même ici, là, comment on est situé. Moi j'ai le micro, je suis un petit peu surélevé, puis c'est ça, vous êtes plus loin, le projecteur, la mise en scène est là. La blouse blanche, le jargon. Je dis qu'il y a une des choses les plus difficiles, on pourra en discuter, que j'ai senti quand je fais des conférences comme ça en Afrique, on se met à parler, puis on parle des vraies choses avec les étudiants, et ils me disent toujours que le plus difficile pour eux, c'est la langue. Vous avez l'arabe, et vous êtes capable de discuter, d'écrire en arabe, et même de publier en arabe. Dans les pays d'Afrique francophone subsaharienne, ça n'existe pas. Il y a beaucoup ils écrivent, ils publient en français. L'université, c'est complètement en français. Tout le système scolaire est complètement en français. Et il y en a malgré tout qui ne maîtrisent pas le français, ils n'arrivent pas à s'exprimer. Et vraiment, j'ai eu des témoignages comme ça, spontanés, de souffrance. Alors, ça s'appelle la diglossie. C'est un mot que j'ai appris récemment, qui est très utile. C'est dit que sur un territoire, il y a des langues, plusieurs langues, mais qui sont dans des rapports hiérarchiques, une qui est considérée comme supérieure à l'autre. Mais la science, elle fait la même chose avec son jargon scientifique. Je me souviendrai toujours, mon mari est médecin, puis au début, quand on s'est rencontrés, une fois je disais, j'ai mal à la tête. Il me dit, ah oui, tu as une céphalée. Donc il y a quand même une deuxième langue pour dire la même chose, mais avec des mots que dans le fond, seuls ceux qui ont souffert, n'est-ce pas, arrivent à maîtriser. Et puis, donc, je vais vous parler un peu plus loin du positivisme, du cadre normatif, mais c'est ça pour moi qui est mon combat dans le fond, c'est quand je vais dans les pays du Sud, c'est de dire que forcément pour valoriser cette science, ce type de savoir, il faut mépriser les autres savoirs. Alors, je ne sais pas, vous avez des grands savants dans l'histoire de la pensée arabe et tout ça, peut-être, je ne vous connais pas assez, mais je sais que c'est terrible en Afrique comment ces savoirs locaux sont méprisés, y compris par les professeurs. Une fois, j'ai discuté avec un professeur de tout ça, il me disait, enfin, c'est juste la sorcellerie. C'est-à-dire que sa propre culture, le savoir de ses ancêtres, de sa mère, de son village, tout ça, il avait appris à considérer ça comme juste de la sorcellerie. Et il ne voyait pas l'intérêt, alors qu'il pouvait citer Bourdieu, machin chose. Là, on était au Cameroun, hein, on est à Yaoundé. Il pouvait citer Lévi-Strauss, Bourdieu, etc. La pensée sauvage. Il ne pouvait pas parler des savoirs de sa mère, de sa grand-mère, en d'autres termes qu'en disant c'est juste de la sorcellerie. Et bon, moi, je trouve ça mais tragique. Pour moi, c'est une tragédie. Et je disais au colloque, les penseurs décoloniaux qui travaillent là-dessus évoquent même l'idée d'une certaine haine de soi. C'est que pour coloniser, le Maroc n'a pas été colonisé, mais les pays d'Afrique subsaharienne ont été colonisés officiellement et par des missionnaires. Des missionnaires qui leur ont dit qu'ils n'étaient rien et que seulement ils allaient être sauvés par la pensée chrétienne, etc. Et donc,
Ça fait des générations dans l'inconscient collectif. Les cultures, les langues sont méprisées, sont rejetées. Et donc ils grandissent avec ce traumatisme qui a été bien étudié par les psychologues décoloniaux comme une haine de soi. Et donc une espèce de schizophrénie mentale terrible. Et ça crée une situation, donc, tout le monde appelle ça l'aliénation épistémique, le déchirement cognitif, où il y a des étudiants hyper brillants qui sont parfaitement capables d'imiter. Je me souviens toujours d'un étudiant en Haïti, donc j'expliquais tout ça. Du coup, il me dit, mais madame, puis là, il me fait 3-4 minutes d'une parfaite analyse sociologique du système universitaire, je ne sais pas quoi. Je l'ai regardé, je lui ai dit, mais tu sais ce que tu viens de dire là? Un étudiant à Paris aurait pu le dire aussi, de la même façon. Qu'est-ce qu'il y a d'haïtien, de spécifique à ta réalité, à ton pays, à ton histoire dans ce que tu viens de me dire? Il ne savait pas comment faire le lien entre cette belle théorie d'hommes blancs européens qui maîtrisaient parfaitement et ce qui se passait en Haïti, alors que c'est tellement incompréhensible ce qui se passe en Haïti, il y a tellement besoin de comprendre, mais il ne savait pas faire le lien. Et donc, manque de confiance en soi, manque de confiance dans ses savoirs, etc., c'est des symptômes décoloniaux. Juste un mot sur le paradoxe de la neutralité, parce que le professeur disait que c'était rare d'avoir une professeure qui est aussi une militante. Moi, en fait, je dirais que non. Ce qui est rare, c'est d'avoir quelqu'un qui le dit explicitement, puis qui n'en est ni honte ni fière. Je veux dire, c'est un fait. Parce que tout le monde, quand vous travaillez pour Monsanto, vous êtes engagé aussi. Quand vous travaillez pour l'État, pour un certain type de politique, vous êtes engagé, mais vous ne direz pas le dire. Donc, juste pour dire que la science, on l'a vu avec Humboldt, a toujours été financée. Toujours une question d'argent, et donc toujours des rapports avec des financiers. Et elle n'a jamais été dans cette espèce de tour d'ivoire neutre où on est dans la grande communauté de savants entre nous. On a toujours des enjeux d'argent, toujours, et aujourd'hui encore plus avec le retrait de l'État dans les pays du Nord, ce qui fait qu'ils appellent le secteur privé de plus en plus pour financer les sciences sociales et humaines, évidemment, qui n'intéressent pas les entreprises, sont menacées. Il y a d'autres époques où elles étaient menacées, d'autres époques où elles sont revenues. Ça a toujours été comme ça. Et donc cette idée de neutralité, pour moi, ça ne tient pas debout. Ce qu'il faut, c'est au contraire clarifier les enjeux. Il faut les analyser, voir c'est quoi toutes les pressions qui s'exercent sur nous, plutôt que d'imaginer qu'on peut vraiment être neutre quand on produit du savoir dans une société comme la nôtre. Et c'est ça. Et alors donc, si ça vous intéresse, on est en train de faire un livre qui va être libre accès, bien sûr, comme tous nos livres, les éditions Sciences et Bien commun. Et si la recherche scientifique ne pouvait pas être neutre, où on explore cette question-là sous toutes ses coutures. Donc moi, en opposition avec cette conception de la science, donc je vais aller vite là-dessus, mais on développe vraiment, ça fait 25 ans que j'essaie de développer une théorie pluraliste des savoirs, donc de revenir à qu'est-ce que c'est qu'un savoir, et pourquoi tous les savoirs peuvent être pertinents. Ils ne sont pas tous utiles, mais ils peuvent l'être tous. Pour moi, en gros, pour moi, un savoir, c'est un système d'interprétation du réel qui est stabilisé sous une forme, parce que cette forme est pertinente et nous aide vraiment à comprendre, à un moment donné, ce qu'on veut comprendre, ce qu'on a besoin de comprendre. Et donc, pour moi, les paysans qui sont capables de décoder les signaux pour savoir à quel moment planter la graine, bon, c'est pas un savoir qu'ils vont théoriser, c'est pas un savoir qui va être écrit, c'est pas un savoir même qu'ils peuvent peut-être expliquer, mais c'est un savoir drôlement important. S'ils ne savaient pas quand il fallait planter, quand il faut récolter, mon Dieu, mais on ne serait pas là sur cette planète. Hein, de la même façon, les sages-femmes, etc. Enfin, il y a tellement de savoirs importants de toutes sortes. Et là, je ne parle pas justement des savoirs chamaniques ou tout ce que vous voulez. Je parle de tous les savoirs expérientiels qui sont essentiels à la vie. Il y en a des tonnes. Et les enfants en ont, et les personnes âgées en ont, et tout le monde. Et donc ces savoirs-là, c'est parce qu'à un moment donné, on a eu besoin de comprendre quelque chose. Puis ces savoirs se sont mis à exister pour interpréter le réel de manière à ce qu'on puisse agir. Et la science, c'est la même chose. C'est un super, magnifique système d'interprétation du réel qui vise à contrôler, prédire, hein, toujours cette idée de prédiction, trouver des causes pour mieux prédire, exploiter, utiliser, fabriquer. Donc c'est pas
Pour moi, ce n'est pas une anomalie elle est de plus en plus virée vers la technoscience et la production, etc. Et donc, selon mon approche, tout le monde a des savoirs. Il n'y a pas d'ignorant. On ne peut pas faire une distinction sachant-ignorant. Moi, personnellement, je connais beaucoup de choses, je ne sais pas moi, sur la justice cognitive, mais en astronomie, mais je suis nulle. Je ne comprends rien. Je comprends rien. Je regarde les étoiles, je ne comprends rien. Je trouve ça beau, j'ai une attitude de poète face aux étoiles, pas du tout de scientifique. Et de la même façon, quelqu'un qui est en astronomie pourrait ne rien connaître, je ne sais pas moi, la biologie moléculaire. On a tous des savoirs et on a tous des zones d'ignorance. Et l'ignorance, quand on dit de quelqu'un qui est ignorant, on dit quoi? On dit qu'il est ignorant du savoir qui est valorisé par la classe dominante. C'est surtout ça qu'on dit. Donc, l'épistémologie positiviste, c'est celle qui vous est enseignée. C'est celle qui est enseignée en Afrique subsaharienne. C'est celle qui est enseignée dans mes universités, dans nos universités au Nord. Qu'est-ce qu'elle dit exactement? Elle dit on peut et on doit séparer la connaissance et la société. Tout ce que je viens de vous dire montre qu'on ne peut pas. Quand on regarde un tout petit peu l'histoire, la culture, on ne peut pas. L'école. Mais elle a dit non, on peut séparer. Et surtout, comment on fait ça? On efface de la science tout ce qui est de l'ordre de l'affect, du singulier, du situé, du culturel, du conjoncturel, du contextuel, pour en arriver à purifier le savoir de tout ça, comme si c'était... Pour moi, c'est tout ce qui est humain, alors il fallait donc déshumaniser le savoir au maximum pour arriver à avoir l'air d'un savoir scientifique. Et ça suppose, par exemple, de rejeter le « je ». Alors que moi, je ne vais pas dire que j'impose, mais presque, à mes étudiants d'écrire au « je » dans leurs thèses, dans leurs mémoires, dans leurs travaux. D'apprendre à prendre la parole et d'expliquer d'où ils parlent. Ne pas faire semblant qu'ils flottent en l'air. Puis c'est beaucoup plus agréable. Au début, ils trouvent ça un peu bizarre, mais à bout d'un moment, ils ne peuvent plus revenir en arrière. Ce nous-là, le nous est pour moi... Le nous, moi j'écris au nous quand on est plusieurs à écrire. Ou j'écris au nous quand je veux interpeller le lecteur ou mes concitoyens. Mais quand je parle de mon travail, je suis au je. J'explique ce que je fais, je parle au je. Et donc, cette épistémologie positiviste, elle produit une forme d'aliénation culturelle des sociologies des Suds, notamment, face au savoir endogène, et aussi une aliénation théorique, parce qu'on a fait un livre où il y a un chapitre vraiment très intéressant qui explique que dans toute cette histoire des sciences, la théorie était vraiment le domaine réservé des pays du Nord, et l'empirique, ça va pour les pays du Sud. Donc, on va chercher des données, on teste des données. Et je pense que cette espèce de hiérarchie a bloqué aussi, bloque un peu l'aspiration théorique dans les pays du Sud. Et je pense par exemple à un article que j'ai évalué, super intéressant, sur le salariat des femmes au nord du Cameroun. Vous voyez un peu le nord du Cameroun, c'est le lac Tchad, c'est une région où il y a des Boko Haram, puis tout ça, les peuples, c'est une population, les Peuls, Et bien, qu'est-ce qu'il a pris comme cadre théorique? C'est un super beau terrain, des entretiens, tout ça. Un terrain difficile, dans des conditions difficiles. Cadre théorique, une analyse de l'usine Renault de Boulogne-Billancourt. C'est quoi? C'est comme je dis toujours l'exemple, dans les pays du Nord où il y a de l'hiver et il fait froid, on a des super beaux manteaux de fourrure. Mais c'est pas parce qu'on aime des manteaux de fourrure dans les pays, il faut un manteau très chaud. Et je disais ça à des étudiants haïtiens, c'est pas parce qu'il y a des manteaux là-bas très chauds au nord qui conviennent parfaitement au contexte que vous, ici, vous devez aussi mettre les manteaux pour avoir l'air d'être comme il faut. Hein? C'est autre chose. Il vous faut. Alors, je voudrais vous parler, on va descendre un tout petit peu des études décoloniales pour en arriver justement à où ça nous conduit, la conception de l'université, comme étant non pas coupée de la société faite pour produire des chercheurs, etc., mais une université qui est vraiment ancrée dans son milieu. Une université qui fait partie du moteur d'une région. Ce n'est pas un endroit là où on va, où on apprend des trucs, puis on repart. Est-ce qu'une université peut faire plus pour sa région? Moi, je pense que oui.
de façon fondamentale. Pourquoi? Parce que tous les étudiants vont ensuite rayonner partout dans la société, évidemment. Et même l'université, elle peut faire des choses. Et pas seulement des partenariats avec des grosses entreprises privées. Elle peut aider notamment ceux qui aident, c'est-à-dire les associations, tous les milieux associatifs, les associations de la société civile dans le fond d'une région. Toutes ces petites associations, ces groupes qui aident, qui s'entraident, etc. Et que personne n'aide, hein. Surtout dans les pays du Sud, il n'y a pas de subvention pour aider ces associations. C'est déjà très difficile dans nos pays. C'est certainement encore plus difficile dans les pays où le budget de l'État est encore plus restreint. Donc, les boutiques des sciences, c'est une façon très concrète de mettre l'université et les savoirs qui circulent à l'université au service du bien commun, au service du développement local par les populations et pour les populations. Ça va? Vous me suivez? Vous êtes avec moi? Oui. On est ensemble? C'est la phrase en Côte d'Ivoire, on dit ça toujours. Ici aussi? On est ensemble. Donc, une boutique des sciences, là, c'est très concret. Et moi, j'aime bien faire ça parce que mon but, c'est vraiment de montrer que ce qu'on vit, hein, c'est de donner des idées, c'est de justement créer un savoir qui fait un sens pour expliquer ce qu'on vit dans nos réalités. Donc, une boutique des sciences, ça met en rapport des associations, de la société civile, avec des étudiants qui vont réaliser des projets pour aider ces associations dans le cadre de leur formation. Donc, on n'est pas dans du bénévolat ou bon, des contacts personnels, etc. Et donc, comment ça se passe concrètement? Bon, je vais vous donner un exemple. Moi, j'en ai créé une dans mon université, à Québec. Par exemple, on avait un refuge pour accueillir des personnes sans abri. Vous savez que dans les pays du Nord, ça existe. Ici aussi, ça existe aussi? Oui. Oui. Ben, en Afrique subsaharienne, c'est rare parce qu'il y a toujours... C'est pas pareil. Donc nous, on a des refuges pour accueillir les personnes sans abri et donner des repas gratuits. Et donc il y avait cette association qui se demandait, dans le fond, mais c'est mieux faire leurs courses pour mieux gérer la fabrication des repas. Oui, on est dans le très concret. Et c'est important pour pas qu'ils gaspillent pour leurs petites ressources et tout ça. Alors eux, qu'est-ce qu'ils avaient sur un bout de papier? Ils notaient, ils faisaient une barre à chaque repas qu'ils donnaient du jour de la semaine. Donc sinon, voilà, on a ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider? Donc là, nous, à la boutique des sciences, on a écouté ça, cette demande. On prend au sérieux l'égalité des intelligences. L'association, elle est capable de faire un diagnostic sur ce qu'il lui faut, sur ce qui peut l'aider à avancer. On s'est dit, bon, peut-être que des étudiants en statistique pourraient les aider. Donc on est allé voir une prof de statistique à la faculté des sciences et génies. Et elle a vu ça, elle a dit, mais c'est parfait pour faire un petit travail d'analyse statistique. Donc avec ces élèves, ces étudiants, ils ont fait toute une séance sur ce problème-là. Ils ont transformé ces petits bâtons en des données, etc. Et ils ont fait l'analyse et ils ont pu montrer à l'association qu'elle donnait plus de repas à tel moment de la semaine, tel moment de l'année, etc. L'association a vu ça, elle était tellement contente qu'elle s'est dit, mais est-ce qu'on pourrait avoir ça en permanence? Donc elle a voulu devenir apprenante. Est-ce qu'on pourrait en permanence avoir un outil comme ça? Donc nous, on a dit, ben, on va aller voir. Et on est allé voir des étudiants en génie logiciel. Et là, on dit, est-ce que vous pourriez fabriquer une petite application très très simple pour des gens qui n'ont pas spécialement de compétences numériques, pour qu'elles puissent saisir les nombres de repas, puis avoir toujours en temps réel et les étudiants dans le cadre d'un cours d'informatique. Donc pour eux, ça faisait partie de leur cours. On fait ce travail-là. Et évidemment, ça a été donné gratuitement, il n'y a aucun échange d'argent. Donc moi, j'ai fait plein de trucs comme ça. Par exemple, il y avait l'organisation des associations africaines de ma ville, de Québec, qui voulaient mieux se faire connaître et lutter contre le racisme. Donc ils sont venus me voir. J'ai dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Et moi, on a eu une idée. Donc moi, j'ai envoyé mes étudiants de mon cours d'éthique rencontrer des immigrants, faire des récits de vie, pour faire ensuite des portraits et les publier dans un livre. Donc on a un livre, et notamment Québec arabe, on a plus de 100 portraits d'immigrants arabes à Québec, faits par mes étudiants. Puis là, c'était d'une efficacité redoutable parce que mes étudiants sont devenus, tout d'un coup, ont eu le coup de foudre, évidemment, pour l'immigration, pour la culture arabe. Ils se sont fait des récits de vie, c'est une méthodologie extraordinaire. Et puis j'ai, moi, du matériel pour montrer comment les immigrants s'intègrent, et c'est aussi du matériel très utile pour ceux qui voudraient immigrer à Québec, etc.
Bon, en tout cas, il y a plein de projets comme ça, de toutes les sortes. Alors, nous, on a notre boutique des sciences, elle est vraiment au service des demandes. Et ça peut être dans tous les secteurs, en santé, en environnement, services sociaux. Aller dans la faculté, trouver un prof qui va pouvoir intégrer le projet dans son cours. On a aussi un cours qui marche très bien, c'est éthique des affaires. Donc c'est une prof qui va enseigner l'éthique des affaires, puis elle est un peu... c'est des étudiants de MBA, ce genre-là, puis elle se dit « Ah, ils ne sont pas toujours assez conscients des enjeux sociaux, qu'est-ce que je pourrais faire ?» Mais là, dans le fond, on lui trouve des associations qui ne penseraient même pas forcément qu'elles ont besoin d'un code d'éthique, mais on leur explique. Et maintenant, c'est la prof qui nous demande de lui trouver des associations. Donc les étudiants sont obligés d'aller rencontrer ces associations pour écouter les valeurs, tout ça, puis rédiger le code d'éthique. Donc ça les oblige à sortir de leur monde business, dans le fond, pour découvrir autre chose. C'est très efficace. Donc à Québec, on fait à peu près 50 projets par année, comme ça. Donc c'est vraiment magnifique. Donc voilà, la boutique des sciences, ben là j'ai oublié mon PowerPoint, donc ça c'est ce que je viens de vous expliquer. Alors, quand dans mes projets en Afrique subsaharienne, je me suis dit, ça là, pour transformer les universités d'Afrique subsaharienne, c'est des grosses boîtes de formation des futurs fonctionnaires. Et on peut faire mieux que ça. Donc je me suis dit, on peut essayer peut-être une boutique des sciences. En plus, ça déstabilise l'enseignement magistral, puisque ça oblige à remplacer un examen ou par un travail, c'est souvent un travail d'équipe qui oblige à aller sur le terrain. Donc, on bouscule un peu tous les cadres pédagogiques dominants. Et alors, dans plusieurs universités, j'ai trouvé soit des profs, soit des doctorants qui se sont dit « Waouh, il faut faire ça et on peut le faire ». Et donc, il y a une dizaine de pays, et puis là, demain, je vais à Conakry, puis il y a un étudiant qui m'attend, il veut que je l'aide à monter sa boutique des sciences. Donc, une dizaine de pays où il y a des boutiques des sciences. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en l'adaptant à l'Afrique subsaharienne, il y a plein d'autres choses qui sont apparues. Par exemple, dans ces universités, il n'y a pas de lieu justement de formation tout au long de la vie. Donc on s'est dit on pourrait intégrer ça à la boutique des sciences. Il n'y a pas non plus de laboratoire informatique. Donc on s'est dit on pourrait joindre un Fab Lab à la boutique des sciences, un endroit avec quelques ordinateurs ouverts à tous, aux étudiants mais aussi à la population. En tout cas, il y a plein d'idées qui sont apparues comme ça, très intéressantes. Et donc, juste l'impact d'une boutique des sciences, si jamais vous n'êtes pas encore convaincu, d'abord ça aide